Bienvenue au studio Frandroid et Salut. bienvenue à la DroidCon Paris. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors on est tous les deux de Octo Technologies, Ok. un cabinet de conseil en informatique. Moi c'est Mathieu Hausser Moi c'est Jérôme Vandalinden. et on est développeur Android. D'accord. Du coup, Octo, on en a un petit peu parlé hier parce qu'on a eu, Philippe. Oui. Mais si vous pouviez définir votre entreprise en quelques mots. Alors c'est un cabinet de conseil en architecture, c'est le terme exact sur le site web. Qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? C'est qu'on fait du conseil, on fait du dev, on fait des audits, on fait des missions assez variées type SS2I. Ouais. On essaye de bien le faire. Et c'est ce qu'on essaye de vendre à nos Ça, clients. c'est la différence avec les 16-2i. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de bien le faire. Et en plus, en tout cas sur les missions de dev sur lesquelles on intervient, on essaye d'intervenir sur des choses qui seront plus les technos de demain, et on pense que le mobile, enfin c'est la techno d'aujourd'hui même, mais c'est le secteur sur lequel on investit. On est une belle équipe mobilité, 10 personnes qui bossent sur la mobilité. Du coup, la DroidCon Paris, vous êtes là pourquoi? En quelques mots. Alors pour expliquer déjà, parce qu'on a des choses à dire, C'est quoi les sujets? Alors moi, ma session était sur de la méthodologie, c'était donner le pouvoir de build à votre PO. Ok. Donc l'idée c'est de donner à un membre non technique de l'équipe la possibilité de compiler n'importe quand l'application pour l'avoir sur son téléphone. PO, donc c'est gestionnaire de projet. Product owner, c'est Ouais, ça peut être le client, ça peut être Oui. Alors, le gestionnaire de projet, ça dépend un peu ça. des projets dans lesquels on va travailler, quoi. c'est ça. Pour ma part, c'est une session un peu plus tech, c'est améliorer la qualité des devs Android avec les outils du monde Java. Parce qu'à la base, je suis développeur Java, et donc l'idée c'est de porter tout ce qui existe sur Java pour l'utiliser sur le monde Android et améliorer la qualité des applications Android. Et c'est la session qui est juste après. Quand ton product owner il build, est-ce que ça casse pas l'effet démo avant la rétro de fin Mais de sprint? justement, en fait, pour moi le product owner, c'est quelqu'un de l'équipe, et donc il doit pouvoir tester story par story, il doit pouvoir je finis un post-it, je lui donne, il la teste tout de suite et il me dit tout de suite si ça lui va, si ça lui va pas. Et on dit qu'une anomalie plus tard elle est détectée, plus ça coûte. Effectivement. Et bah là il la teste tout de suite, elle est détectée tout de suite, elle est corrigée tout de suite, je suis encore dans le code, ça roule tout seul et on va plus vite comme ça. Et du coup, est-ce que c'est toujours nécessaire de faire la démo de fin de sprint? Oui, c'est toujours nécessaire parce que autant le PO est dans l'équipe, autant il n'est pas tout seul. Et il y a toujours du métier, il y a toujours une MOA, une MOE, une MO quelque chose qui a envie qui a envie de tester et qui doit faire une recette plus approfondie. Et oui, il faut leur faire une démo. Amener les outils Java dans le développement Android, c'est facile, c'est complexe, Alors au début c'était très difficile, ça devient de plus en plus naturel parce que Android est à la base en Java, donc tous les blondes s'est dit pourquoi pas s'en servir. Donc petit à petit on y arrive, c'est ce qu'on montre un peu dans notre session, c'est on arrive à intégrer pas mal de choses autour des tests, autour de l'instrumentation des tests, la qualité du code, etc. Donc c'est des choses qui n'étaient pas très naturelles au départ, même si on avait envie de le faire, qu'ils deviennent de plus en plus, et c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que tu faisais du J2ME? Pas J2ME, je Moi, faisais j'en ai du J2E. D'accord. Alors, d'un côté on a J2E, de l'autre côté on a J2ME. Ok. Ouais. Moi J2ME, ça m'intéresse. Est-ce que qu'est-ce que tu penses que Google change comme règle avec la Dalvik et à quel point le mot fragmentation, qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui par rapport à qu'est-ce qui t'inspirait il y a 10 ans? Je pense que déjà ça n'a rien à voir. En J2ME, c'est plus les terminaux qui ont changé que le langage finalement. On se retrouvait à faire des applications où rien que charger un écran, ça saturait la mémoire. Aujourd'hui, on a des téléphones qui sont des bêtes de course avec 4 processeurs et une puce graphique. Aujourd'hui, on n'a plus ces problèmes-là et c'est surtout ça qui a changé. D'ailleurs, le développement BlackBerry actuel ressemble vachement à ce qu'on faisait en J2ME à l'époque. Donc finalement c'est la même chose sur la fragmentation. Oui, il faut la gérer, oui, il faut tester sur plein de devices. Encore dimanche, on avait un problème avec un manifeste sur une Nexus 7. Ok. Et
oui, il y a toujours des problèmes, mais c'est ça qui est bien aussi. Mais tout de même par rapport aux applis Java qu'on avait fut un temps sur nos terminaux Windows Mobile et Symbian, on en a carrément moins. On en a moins. On en a moins, mais tout n'est pas résolu. Et de toute façon, dans tous les cas, même sur l'ergonomie, la fragmentation, elle est aujourd'hui, on se pose même la question si sur une Nexus 7, sur une tablette 16 pouces, on est capable de faire la même chose que sur une tablette 10 pouces. Est-ce que finalement, il ne faut pas faire 3 ergonomies dans une application? Est-ce qu'il ne faut pas faire plus? Il y a des questions qui se posent là-dessus et je pense que la réponse, elle n'est pas technique en fait. La réponse à la fragmentation, c'est pas une réponse technique. D'accord, ok. Vous travaillez complètement en méthode agile. Oui. Vos clients, c'est facile de les faire travailler avec des échéanciers qui sont des sprints, éventuellement les faire venir sur des scrums ou des choses comme ça? Non, c'est pas facile, mais c'est pas une raison pour pas le faire. Comment on convainc un client qu'il va y avoir 8000 livrables étalés sur des échéanciers d'1 à 2 semaines? Ce qu'ils apprécient, je pense, c'est d'avoir régulièrement un aperçu de l'application qui évolue et de pouvoir la tester. Voir ils sont demandeurs en fait. Même si on est sur un cycle de livraison tous les 15 jours, la plupart des clients, au moins vers la fin ou au moins critique, veulent toutes les semaines, tous les jours. Et nous, c'est quelque chose qui ne nous coûte pas trop cher. Donc on est capable de livrer tous les jours une application. Et en fait, il y a plein de points dans l'agilité où c'est les clients qui sont demandeurs. Pareil sur l'évolution des fonctionnalités. Et forcément, un client qui dit c'était pas prévu mais je veux cette fonctionnalité et que tu lui réponds sprint. Ok, mais il y a quelque chose qu'on va pas pouvoir faire. Ouais. En fait, il entend très bien ça. D'accord. Donc, et aujourd'hui, c'est vos clients qui remplissent les product backlog ou c'est fait par Octo? Ça dépend des cas. Sur deux gros projets que j'ai fait récemment, c'était le client qui faisait les user stories. On faisait la priorisation toutes les 15 jours et on notait les stories, mais c'est le client qui nous donnait toutes les user stories et c'était plutôt bien fait. Vous avez regardé un petit peu la conférence Facebook Square sur l'intégration continue, les méthodes de dev, etc. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je n'ai pas vu. Moi je l'ai vu. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est intéressant. Après c'est des choses qu'on pratique nous sur la plupart de leurs outils. La plupart de leurs outils on les utilise donc oui c'est ça qu'il faut faire. Une bonne intégration continue, c'est quoi pour vous? Une bonne intégration continue, c'est une intégration continue qui soit transparente en fait. Ouais. Il faut que l'outil soit un peu masqué et que ça réponde à nos besoins. Il faut pas perdre de temps à builder, il faut être notifié quand il y a des problèmes, mais il faut pas que ce soit une charge. Pour le projet. J'ai perdu ma question. C'est pas grave, ça arrive. On était sur... Ah oui, voilà, c'est ça. Android Studio ou Eclipse? IntelliJ. D'accord. Il est sur IntelliJ depuis longtemps. Depuis 6 mois. Combien de temps? Ok. Moi, je suis réfractaire et je reste sur Eclipse. Le prochain projet, je tenterai au moins Android Studio. Je pense que le plus dur, ça va être les raccourcis clavier, qu'il va falloir importer un mapping quelque part, mais... C'est ce que j'ai fait. J'ai pris le mapping d'Eclipse. Ah, t'as pris le mapping de Eclipse? Ouais, parce que au final, je voulais faire le pas, mais... On a trop d'historique sur Eclipse sur les raccourcis clavier en tout cas. Après, typiquement, Eclipse plus Android plus Maven, ça marche mal. C'est ce qui m'a fait partir sur IntelliJ. Ça marche mal, on a tout le temps des problèmes, donc oui, il faut changer quelque chose. Et quand tu bosses sur IntelliJ depuis déjà quelques mois, maintenant il y a Android Studio qui arrive, qu'est-ce que tu préconises? Tu restes sur ta version d'IntelliJ ou J'ai regardé un peu Android Studio, il y a pas mal de features qui étaient déjà disponibles dans IntelliJ, l'aperçu des couleurs, l'aperçu de l'écran en WYSIWYG. Alors effectivement il manquait l'aperçu sur tous les devices, les types de l'angle, etc. Mais pour le moment je reste sur ma version d'IntelliJ parce que c'est une version qui n'est pas en bêta ou pas en alpha, contrairement à Studio. Et puis de toute façon, je pense qu'IntelliJ va porter toutes les modifs de Android Studio dans le plugin Android d'IntelliJ. Donc
Et Gradle, vous l'avez mis en place? Pas encore. Pas encore. Oui, non. Pas encore. Regardez un peu, mais... Pas encore. Il faut qu'on signe le prochain projet. Qu'est-ce que vous avez pensé de Google I.O. 2013? Alors moi j'ai eu la chance d'y aller. Ouais, cool. J'avais été invité pour présenter un outil que j'avais créé l'année dernière, Android HoloColors. Ouais. Du coup j'avais un stand et voilà, j'ai pu démontrer un peu le truc. J'étais assez déçu par les différentes annonces. Enfin, c'était très orienté dev, donc pour ça c'était plutôt cool. Pas vraiment d'annonces sur des devices ou sur Android, la plateforme en elle-même. Donc un peu déçu de ce point de vue-là. Mais sinon c'était intéressant. Enfin, pour moi c'était la première fois que j'allais à Google I.O, donc c'était plutôt assez riche. Et puis j'ai pu rencontrer pas mal de monde vu que j'avais le stand. Sur les différentes annonces sur Android par exemple, ce qui m'a marqué, c'était il y a pas mal de choses qui vont dans le Google, dans la librairie Play, qui sortent un peu du SDK. Donc je pense que ça va être une bonne chose pour la plateforme parce que les devices, même plus vieux, pourront disposer de features qui aujourd'hui sont bloqués par les opérateurs ou les constructeurs. Donc ça, je pense que c'est plutôt un bon point. Et est-ce que tu n'as pas peur du coup que ça enferme les développeurs dans l'écosystème Google? Le fait que ces nouvelles API, ça soit sur Google Play et non pas sur Android directement? C'est la contrepartie, c'est que c'est plus open source, quoi. Après, moi je suis développeur, j'ai envie de dire c'est la priorité aux utilisateurs. Donc moi si ça peut aider les utilisateurs et puis faire en sorte que mon application soit plus riche pour tous les utilisateurs, je préfère cette partie-là. Après, c'est Google qui contribue entièrement à Android, c'est normal aussi qu'il... Majoritairement. Ouais, majoritairement, mais c'est normal qu'ils ferment un peu les trucs aussi. Enfin... Est-ce que c'est important pour vous que AOSP existe? Ouais, c'est bien. Enfin... Moi je traduis pas plus que ça, du coup. Pas plus que ça. Ouais, non, je suis pas. Enfin, si Stéphane il serait venu, je pense qu'il aurait dit oui, c'est super. Bon, c'est pas forcément mon cas. Qu'un constructeur comme Sony décide de justement contribuer à OSP, c'est pour ça que je dis Google n'est pas le seul à faire des check-in dans le repo, mais est-ce que pour vous y voyez quoi comme signal? Enfin, je pense que c'est bien que toutes les personnes qui contribuent à Android puissent y porter un peu mettre un peu leur main et avoir un peu leur touche. Je pense qu'il faut quand même une part de contrôle. Je ne dis pas qu'il faut aller jusqu'au modèle Apple où c'est vraiment fermé. Mais enfin, voilà, le fait que tout le monde puisse jouer un peu et apporter sa touche, c'est une bonne chose. Il faut garder... On parlait de fragmentation tout à l'heure, si on commence à avoir des versions d'Android complètement divergentes, déjà qu'on galère avec les surcouches tous les jours, tous les jours, avec les surcouches Samsung notamment, déjà c'est compliqué. Si en plus on avait des vraies divergences, des vrais forks d'Android, je pense que ce serait plus possible de développer sur toutes les plateformes. Est-ce que Microsoft a encore une carte à jouer dans le monde du mobile? J'ai peur que non. Après... J'aime beaucoup vous poser des questions parce qu'en fait j'ai la réponse avant que vous parliez, cette super expressif. J'adore ça. J'aime bien leur approche avec Windows 8. Je pense que s'il y a une porte de sortie, c'est celle-là. Le fait d'avoir des applications qui soient les mêmes sur tablette en tout cas et sur desktop, sur le bureau, j'aime bien cette approche, j'aime bien ce qu'il y a derrière. Après ils partent de loin. En part de marché, c'est vraiment pas ça. Et en plus, leurs applications sont pas mal clivantes. Ils ont un design qui est... C'est un gros parti pris. Il y a du gros parti pris. C'est peut-être pas la meilleure façon, mais maintenant... Et en termes de techno, comment vous les voyez, justement? L'évolution. Est-ce que vous suivez un petit peu les technos Microsoft, oui. Ce qui se fait dans le monde de .NET, etc. Oui, j'étais au Tech Day cette année à Paris et ils ont vraiment mis l'accent. C'est intéressant parce qu'il y a une similitude avec Google I.O. et la WWDC de la semaine dernière. Tout le monde cette année met l'accent sur les outils de dev. Il y a eu des grosses annonces sur les outils de dev et notamment Microsoft met vachement en avant son intégration continue dans le cloud, qui est accessible depuis Visual Studio.
Je pense que c'est une très bonne chose et je pense qu'aujourd'hui, dans l'écosystème mobile, c'est Microsoft qui a le meilleur IDE. À mon avis, notamment grâce à Expression Blend, qui est vraiment c'est un IDE pour les graphistes. Il n'y a pas besoin des graphistes peuvent travailler sur un projet. Je pense qu'ils ont une longueur d'avance là-dessus. Après, ça suffit pas, ils n'ont pas d'app, donc ils ont moins d'app que iOS et Android, donc ça suffit pas. Est-ce que c'est un avis que tu partages? Ouais, je pense. Je pense qu'ils vont avoir du mal à rattraper le coup avec Android et iOS qui monopolisent, je ne vais pas dire combien, 80% des parts de marché, voire plus même, ouais, c'est vrai. Je pense qu'ils vont avoir un peu de mal. Est-ce qu'ils ont plus de mal sur le mobile que Apple a de mal sur le web? Sur le web? Sur le web sur le web, Apple n'a pas vraiment de... Enfin, le iCloud, comment ça s'appelle, le iWork dans le cloud, là, franchement, face à Google, j'ai du mal à y croire aussi. Je ne savais même pas que ça existait. Ouais, je ne savais même pas que ça existait. Alors que Microsoft, on sait quand même qu'ils font du mobile. Oui, tout à fait. Ouais, du coup, ça répond à ma question. Mais en même temps, Apple, ils sont sur le desktop, ils sont sur le mobile. Est-ce que ça leur suffit pas Vous pensez pas qu'il faut le triptyque web, desktop, mobile pour être complet? Ben, je pense que personne l'a vraiment. Ok, ça m'amène une autre... Je rembobine, je recommence. Ça m'amène une autre question. C'est lequel est le pire des trois? Google sur le desktop pur, je pense au Chromebook, Microsoft sur le mobile ou Apple dans le web? Moi je connaissais pas Apple dans le web. Ouais, mais les Chromebooks, franchement, Google, Apple, même combat. Les deux sont négligeables. Vous l'avez vu le Chromebook Pixel? J'en ai un du coup. Il y en a un, il était à Google. J'essaie de leur vendre. D'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, j'en vends un Chromebook. On en a en rab aussi. Un Edouard. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Non, c'est joli, l'écran est beau, tu peux jouer, c'est tactile. À quoi ça sert? Pour un dev, je pense que ça sert pas à grand chose. Pour quelqu'un qui est chez lui, s'il n'a pas une tablette, il peut jouer avec ça. Mais il faut voir le prix par rapport à une tablette. Par rapport à une tablette, l'usage est vraiment. Voilà. Vous avez des tablettes? Oui. Je veux dire personnel, pas pour le dev. Oui. Ok. Laquelle? Un iPad 3. Asus Transformer. Ok. Laquelle? La 300, je sais plus quoi. Et salon, transport, bureau, c'est quoi votre usage? Salon. Ok, tous les deux, d'accord. Salon et dev. Et le 7 pouces, c'est pas un format qui... J'ai pas l'usage, moi. Entre la tablette et le smartphone, il y a... Quand je suis chez moi, la tablette, ça me va. C'est lourd, mais pas trop. Dans le canapé, partout, ça va. Et quand je suis pas chez moi, j'ai mon téléphone, ça me suffit en fait. D'accord. Ouais, c'est pareil. J'avais essayé la Nexus 7. Bon, c'est intéressant, mais j'ai l'impression que c'est soit trop petit, soit trop grand. Une tablette au domicile, c'est familial ou c'est personnel comme utilisation? Moi, je suis tout seul. Je suis tout seul à m'en servir. D'accord. Moi, je suis tout seul. Le développement d'applications pour les grands écrans, je pense notamment aux écrans de télévision, c'est quelque chose que vous avez été amené à faire? C'est quelque chose dans lequel vous croyez? Est-ce que vous avez déjà regardé un petit peu ce qui fait du côté de Google TV et des concurrents? On n'en a pas fait. On n'en a pas fait récemment. J'avais regardé à l'époque HBB TV et des standards comme ça. J'ai tendance à dire qu'en France, avec toutes les box, je suis pas sûr que ça soit amené à... C'est ça, et même sur les box, enfin moi personnellement, sur ma box, j'utilise la télé sur ma télé. J'utilise pas les apps sur ma box, du coup, voilà. Et le développement web sur les systèmes embarqués grand public, qu'est-ce que ça vous inspire? Où est-ce qu'on en est? Sur les systèmes embarqués grand public? Ouais, téléphone. Tout à l'heure j'évoquais la télé, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'applications où c'est de l'HTML5 et JS. Sur téléphone, justement, c'est un peu moins le cas, mais... En fait, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on fait une application mobile.
Si on veut un truc qui se démarque, une application qui déchire, en fait, il faut faire du natif. Il n'y a pas le choix. Au moins sur iOS, pour du grand public, au moins iOS Android. Et sinon, si on fait de l'HTML, pourquoi pas faire un site Il n'y a pas besoin de déployer dans les stores. Qu'est-ce que vous attendez de la DroidCon Paris? Qu'est-ce qu'on attend de la DroidCon Paris? Bon, rencontrer du monde, voir des confs sur des sujets qu'on n'aurait pas forcément regardé de notre côté. Ouais, puis surtout voir des gens qu'on croise pas souvent ou qui... Bon, personne ne le voit, mais pouvoir discuter avec... Cyril va s'asseoir sur le canapé dans quelques minutes. Voilà, pouvoir discuter avec Cyril Mottier ou d'autres personnes comme ça, c'est intéressant. La communauté de dev, Android, est-ce qu'elle se porte bien, d'après vous? Je pense. Et puis, grâce à vous, encore mieux. C'est gentil, merci. En général, je laisse le mot de la fin à mes invités, donc si vous avez quelque chose à partager avec nous, c'est le moment. Bah, moi, je voulais vous remercier parce que je lis votre blog tous les jours et ça m'occupe tout mon trajet de métro, donc c'est cool. Merci. Même chose. Ok. Bah écoutez, merci les gars, et puis on se croise dans les couloirs de la DroidCon. Merci à toi.